La Cour. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. L'audience est reprise. Service d'ordre, s'il vous plaît. Est-ce que l'accusé a été extrait aujourd'hui? Monsieur le Président, je vous rends compte que l'accusé refuse de comparaître. Bien, alors je commets Maître Desfournel, huissier de justice à Lyon. Maître Vergès, nous vous écoutons. Monsieur le Président, Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les jurés, je voudrais tout d'abord, au nom de la défense unanime, et quand je dis la défense, c'est avec l'aval de notre client, nous incliner devant la lutte des résistants. Et quand nous le faisons, personne ne peut nous contester ce droit, car les peuples africains ont été les premiers engagés dans ce combat. Et moi-même, j'y ai passé ma jeunesse. Nous voudrions nous incliner devant la souffrance des Juifs et des Tziganes, et personne ne peut nous contester ce droit, car le racisme, figurez-vous, nous savons ce que c'est. Nous nous inclinons devant le martyre des enfants d'Isieux, parce que nous portons le deuil des enfants algériens et que nous ne séparons pas dans la mort les victimes. La lutte contre le racisme aurait pu dresser entre vous et nous des passerelles. Nous verrons ce qu'il en a été. En tout cas, la question est posée, la question a été posée par nous, et nous seuls, avant le procès. C'est la question de savoir si le crime contre l'humanité devait être seulement orienté vers le passé, si ce n'était pas une question d'actualité et la question principale de notre temps. Vous avez bien voulu, messieurs des parties civiles, en essayant de répondre à ces questions, vous avez bien voulu finalement l'introduire dans ce débat. Et la défense se réjouit qu'à votre suite, mais allant plus loin que vous, le procureur général, dans la première partie de son réquisitoire, ait bien voulu admettre que cette notion de crime contre l'humanité est une notion qui n'est pas encore fixée, une notion qui varie, une notion qui oppose les cours françaises entre elles, mais qu'avec la position prise par la chambre criminelle de la Cour de cassation, il n'est plus possible de faire en sorte que l'actualité n'entre pas dans ce procès. L'entrée de cette actualité dans le procès, qui souligne pour vous, Monsieur le Président et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les jurés, l'importance de la décision que vous allez rendre. Cette entrée dans ce prétoire du problème essentiel de notre temps concernant les crimes contre l'humanité, il était normal que les peuples africains qui ont été présents à tous les rendez-vous de la lutte contre le nazisme soient ici dans ce procès symboliquement représenté. Je ne suis pas contre l'amnistie, messieurs. Je suis pour l'égalité. Je suis pour l'amnistie à condition qu'on renonce à l'imprescriptibilité. Je suis pour l'imprescriptibilité à condition qu'on renonce à l'amnistie. Mais on ne peut pas tenir ce double langage. À Nuremberg, nous dit-on, c'est l'humanité qui se présentait en accusatrice,
Singulière humanité à tout le moins, humanité qui regroupait les seuls vainqueurs, mais pas tous les vainqueurs, puisque les peuples coloniaux s'en trouvaient exclus quand ils y avaient 2 fois leur place comme héros et comme victimes. Héros du combat libérateur et victimes des massacres qui prolongeaient la guerre. Pour parler au nom de l'humanité, il faut pour le moins être son émanation véridique et vérifiable, pouvoir parler au nom de tout homme et de tout l'homme. Je suis homme et rien d'humain ne m'est étranger, disait déjà Terence, cet ancien esclave de Rome, né dans cette Afrique du Nord dont nous parlons, à Carthage précisément. Comment peut-on se présenter comme mandataire de l'humanité sans la majorité des hommes qui la constituent? Intellectuellement, cette contradiction ne se surmonte pas. Cela signifie qu'en morale, elle se trouve présente dans ce prétoire, qu'elle plane sur ce procès depuis la première audience et qu'elle veille dans l'esprit de chacun d'entre nous. C'est pour cette raison, je pense, que la présence à cette barre, au cours de ce procès symbole, de cette défense symbolique, s'imposait. Et maintenant, avec votre accord, Monsieur le Président, je souhaiterais, sur ce problème qui est le problème capital de notre temps, et l'apport essentiel de ce procès, pouvoir céder ma place à mon confrère Jean-Martin Mbemba du barreau de Brazzaville. Maître Mbemba, nous vous écoutons. Le débat sur les crimes contre l'humanité est entré dans ce prétoire par la grande porte. La preuve, c'est que toutes les parties l'ont abordé. Les parties civiles, les ministères publics, il nous revient aujourd'hui l'avantage de le faire. Mais auparavant, que n'a-t-on pas dit à ce propos? Entreprise de banalisation des crimes nazis, opération de diversion, amalgame, que sais-je encore. Les parties civiles elles-mêmes, à l'audience du 18 juin, nous ont apporté leur contribution en disant, à propos des crimes contre l'humanité, ne pas trop restreindre, ne pas trop étendre. Mais ne pas trop restreindre, ne pas trop étendre, par rapport à quoi? Y a-t-il une base en deçà de laquelle on peut dire que tel crime ne remplit pas les conditions nécessaires pour être qualifié de crime contre l'humanité, et une base au-dessus de laquelle il n'y a plus de crime contre l'humanité? Cette démarche me paraît quelque peu contestable, parce qu'il me semble que pour parvenir à une définition qui me paraisse un peu plus conforme à la réalité, il est bon de partir d'une situation concrète, de définir à partir de cette situation concrète une solution qui puisse refléter cette situation concrète, de revenir à d'autres manifestations de la situation concrète, et dans ce mouvement incessant de la situation concrète à la définition, parvenir à un moment donné à une définition qui puisse refléter non sa conception subjective des choses, mais la réalité objective des phénomènes et des choses. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'ai voulu aborder avec vous aujourd'hui l'examen de ces débats en m'appuyant sur 2 cas. Le premier cas a pour cadre le Congo. Le deuxième, Madagascar. C'est à dessein que j'ai choisi ces 2 cas. Le premier a trait à ce qui s'est passé à l'occasion de la construction du chemin de fer Congo-Océan. Nous sommes, Monsieur le Président, dans les années 1930. Et 1930 doit vous rappeler quelque chose. C'est l'émergence du nazisme.
Monsieur le procureur général vous a dit dans quelles conditions cette idéologie a été mise en place. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est le contexte historique de cette idéologie, l'environnement international. Le nazisme n'est pas tombé du ciel, c'est un produit historique. Il faut donc le situer dans son contexte historique pour se demander si les événements, la situation qui a prévalu à son émergence n'ont pas inspiré les auteurs de cette idéologie. C'est la raison pour laquelle j'ai pris à dessein cet exemple de 1930, la construction du chemin de fer Congo-Océan. 1947, Madagascar. Vous savez que dans la nuit du 29 au 30 mars 1947, un mouvement important intervient à Madagascar et la question ici sera de savoir si, 2 ans après la victoire, 1 an après Nuremberg, nous avons nous-mêmes tiré les leçons pour que ce qui s'est passé durant 39-45, pour que le jugement de Nuremberg ait pu être considéré comme quelque chose de positif, afin que ce qui s'est passé à ce moment-là ne puisse pas se produire ailleurs. Pensez-vous que ce qui s'est passé au Congo, quelques 2 ans, 3 ans avant l'arrivée du nazisme, ce traitement des gens comme des bêtes, ce sont des bêtes qu'on met sur des chalands à dos rond, qui n'ont pas de couverture, qui font 15 jours, 20 jours sans manger, qui ne peuvent pas boire, qui n'ont pas le droit de manger, qui font 502 km à pied, qui meurent parce que c'est promis, c'est programmé leur mort. Ces gens-là, messieurs, ne pensez-vous pas que ce traitement-là a pu, je ne sais pas à quel degré, inspirer ceux qui ont triomphé, si j'ose dire, en Allemagne dans les années 1933? Hitler avait dit lui-même qu'il va coloniser l'Europe. Le mot n'est pas de lui, la colonisation. Il a emprunté quelque part, mais où? Est-ce que ceux qui ont appliqué certaines méthodes coloniales n'ont pas leur part de responsabilité dans la formation de l'idéologie nazie? Est-ce que vous pensez que toutes les pratiques nazies sont totalement différentes des pratiques coloniales? C'est la question que je vous pose d'abord lorsque vous entrerez en salle de délibéré pour statuer sur le cas d'Arbre. Et la deuxième question. Est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, que ce qui s'est passé à Madagascar en 1947 nous autorise de juger Barbie avec toute la conscience tranquille? Nous sommes 2 ans après la guerre 39-45, 1 an après Nuremberg. Je vous ai dit en quelques mots cette situation affreuse de 1947 à Madagascar, parmi lesquels des mutilés de guerre, des résistants, plus de 30 000 ont été massacrés. Lorsqu'on s'est comporté comme cela 2 ans après 39-45, 1 an après Nuremberg, je vous pose la question. Est-ce que nous avons la conscience tranquille pour juger Barbie? Troisièmement, je voudrais cette fois-ci terminer sur un point qui me touche personnellement. Lorsque j'avais été consulté pour prendre la défense de Barbie, la première personne à qui j'avais fait part de cette situation fut naturellement mon épouse. Sa réaction immédiate a été négative, bien sûr. Et puis, 2-3 mois après, elle me dit une chose qui m'a profondément marqué. Elle me dit, si tu allais à Lyon rendre visite à Barbie et apprécier à partir de ce contact la place actuelle de l'idéologie nazie dans la tête de ce personnage, ne penses-tu pas que ça devrait être la meilleure façon de dire oui ou non? Monsieur le Président, lorsque ce jour, je fus accompagné de Jacques Vergès à la prison Saint-Joseph pour rendre visite à Barbie, j'allais
dominé par ce dialogue avec mon épouse. J'entrais dans cette salle. Je vis Barbie. Dès qu'il m'a vu, il avait déjà été informé par Vergès que je passerais le voir le lendemain, se lever, venir droit vers moi, me saluer des deux mains, de ce salut qui chez nous est considéré comme la manifestation d'un respect pour l'homme. Je pense que lorsqu'il me serre, me tend cette main, je me demande à ce moment-là, à qui ai-je affaire? Il me dit simplement ceci: merci maître, merci d'être venu, merci pour votre plaidoyer. Je m'assieds, le reste, c'est le secret professionnel, je n'en dirai pas un mot. Je comprends que la salle ait pu réagir à ce que j'ai énoncé, peut-être parce qu'ils ne vivent pas la même situation que moi. Mon confrère Berman, dans sa plaidoirie, m'avait interpellé ici, en évoquant ce souvenir d'Hitler qui, en 1936, au stade de Berlin, pour ne pas avoir à serrer la main de Jesse Owens, qui venait de remporter sa course, préféra se lever, claqua la porte de la tribune et partit. Mon cher confrère, vous venez un peu tard dans ma conscience. Ces faits-là, je les ai vécus et je continue à les vivre, de telle sorte que votre interpellation, vraiment, croyez-moi, elle est venue bien tard. Je vais terminer par un espoir, un message d'espoir. J'espère que, au terme de ces débats, pour lesquels toutes les parties sont tombées d'accord pour dénoncer la cruauté du nazisme, que peut-être nous commencerons par extirper en nous, j'allais dire, les restes de quelque chose qui se rapproche un peu du racisme, pour que demain, tous les opprimés, tous ceux qui ont souffert du racisme, juifs, arabes, noirs, résistants, vietnamiens et d'autres, nous puissions faire front et nous présenter devant tous les régimes qui appliquent des politiques identiques, chacun avec sa pancarte, qui est la pancarte des enfants d'Isieux, qui est la pancarte de Soweto, chacun avec la pancarte manifestant le massacre, pour dire à ces régimes une seule phrase: plus jamais ça. Maître Mbamba, la Cour vous remercie. L'audience est suspendue 20 minutes. C'est fait. La Cour. Maître Boïta, nous vous écoutons. Il n'y a pas Barbie contre Shoah et rien à côté. Oui, en effet, il n'y a aucune différence entre les crimes d'hier et d'aujourd'hui, et ce n'est pas la haine d'un lieutenant sénile qui changera quoi que ce soit. Si votre honorable juridiction voulait jamais éduquer les générations montantes pour renforcer leur mémoire grâce à ce procès, je proposerai alors, au-delà de ce projet louable en lui-même, de recommencer ce procès en s'assurant de la comparution, même simulée, de tous les despotes sanglants, de tous ces dictateurs qui ont saigné l'humanité depuis la Seconde Guerre mondiale, d'un bilan complémentaire de 21 millions de morts pour 40 guerres, et l'hémorragie, malheureusement, continue. Ce n'est qu'à ces conditions que le symbole sacré d'une balance jouerait le rôle qui est le sien, celui d'une justice
sans haine, sans mesure autre que la vérité a une dimension humaine. Félicitons d'avance ceux et celles qui auront le courage, puisqu'il faut à tort l'appeler ainsi, d'assurer à la justice française la réalité de la trilogie révolutionnaire liberté, égalité, fraternité. Son honneur et sa noblesse sont au prix de cet effort admirable qui régénérera, j'en reste certain, le ressort altéré de la paix des nations. Bien sûr, Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames, mes chers confrères, je voudrais simplement apporter le mot de la fin. Les victimes du nazisme, Monsieur le Président, vous ont proposé de leur réserver la page blanche de votre jugement. À la mémoire de tous nos morts, à la mémoire de toutes nos douleurs, à la mesure de nos espoirs les plus sacrés, pourriez-vous inscrire ces quelques mots que l'univers attend fébrilement sur ce suaire des enfants d'Isieux, sur ce suaire des enfants de Sabra et Shatila, sur ce suaire des enfants de Soweto, le peuple de France en toute humanité. Maître Bouaïta, nous vous remercions. Bon, alors, Maître Zaoui, vous vouliez dire quelque chose? Vous avez la parole maintenant. Monsieur le Président, peut-être pourrions-nous demander une suspension d'audience, car les propos qui ont été tenus sont d'une extrême gravité. Il ne suffit pas en quelques mots de répondre à mon confrère qui, pour expliquer la défense de Klaus Barbie, tente d'opposer les phénomènes et les faits d'histoire qui se sont passés à Sabra et Shatila et de les opposer aux crimes commis par Klaus Barbie et également aux crimes contre l'humanité du nazisme. Il est intolérable d'entendre normalement, tranquillement, sous prétexte que l'on va parler de faits d'histoire aujourd'hui. Il est absolument intolérable d'entendre que pour parler de la définition des crimes contre l'humanité telle que votre cour l'a entendu pendant 2 mois, d'entendre pendant 1 heure parler des faits, certes regrettables, graves, que la communauté internationale a réprouvés, mais qui ont fait l'objet d'enquêtes, que la presse a pu s'en occuper, a pu enquêter, et on vient aujourd'hui dire à votre cour, mais vous savez, Israël est aussi coupable que les nazis à l'encontre des Juifs. On vient vous dire, et on ne pourrait pas réagir, Israël est aussi coupable que ces nazis en ayant été complice des phénomènes et des faits qui se sont passés à Sabra et Shatila, et j'aurais aimé entendre mon confrère parler des massacres de Tal el-Zatar, de massacres des chiites par d'autres, des milices chrétiennes par des chiites, des massacres multiples qui se sont déroulés pendant cette période tragique et actuelle du Liban. Je trouve qu'il est absolument intolérable de laisser simplement votre cour entendre cela et demain de passer à l'examen du dossier par notre confrère Vergès. Je vous demande donc une suspension d'audience pour qu'un certain nombre d'entre nous puissions répondre, puisqu'aujourd'hui, on nous a dit en début d'audience, nous allons parler des problèmes de notre temps. Alors, les problèmes de notre temps ne sont pas l'apanage simplement de la défense. J'estime que les parties civiles également peuvent parler des problèmes de notre temps. Je tiens à dire que la défense et les avocats des parties civiles ont la liberté du discours et que les seuls juges, ce ne sont pas ni les avocats de la défense, ni les avocats de la partie civile, ce sont les jurés. Les jurés et la cour d'assises. Vous avez entendu pendant 10 jours les explications qui vous ont été fournies avec sincérité, vigueur, énergie par les parties civiles. Vous commencez d'entendre la voix de la défense, il m'apparaîtrait tout à fait anormal. Et je vous donne mon sentiment, car nous existons avec Lombard et Yanina Castelli dans cette procédure et nous avons essayé de vous le montrer. Il m'apparaîtrait totalement anormal qu'à chaque argument de la défense, il y ait une riposte de la partie civile. Les débats ont été largement ouverts. Vous êtes ici pour juger. C'est à vous de dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce n'est pas à nous de dire ce qui est bon et ce qui est mauvais dans l'argumentation adverse. On doit avoir le respect de la parole des parties civiles, mais on doit aussi avoir le respect, c'est une question de dignité, et je vous le dis, de la parole de la défense. Non, je vous en prie.
Je demande le silence, s'il vous plaît. Je demande le silence, s'il vous plaît. Je demande au service d'ordre d'être particulièrement vigilant. Et si vous avez pu repérer la personne qui a sifflé, vous la faites sortir, s'il vous plaît. Maître Jakubowicz. Oui, Monsieur le Président, 2 mots seulement. 2 mots. Avocat de la communauté juive dans ce procès, je ne suis pas l'avocat de l'État d'Israël. Je tiens seulement à m'associer solennellement à la demande qui vous a été faite par mon confrère Zaoui de suspendre cette audience pour permettre une réponse des parties civiles à ces accusations absolument ignominieuses qui n'avaient rien à voir avec le débat que nous avons aujourd'hui. Et je pense qu'il est important pour la sérénité des débats, puisque ces débats ont toujours été sereins jusqu'à aujourd'hui, que vous fassiez droit à cette demande de suspension d'audience. Il n'est pas admissible, quels que soient les sentiments que les parties civiles puissent avoir lors de l'audition de l'argumentation de la défense, il n'est pas admissible, car c'est un droit fondamental, que la défense soit interrompue par rapport à l'argumentation dont elle a la liberté et la responsabilité. Et de ce point de vue, pour la sérénité de ces débats, je souhaite que la Cour ne suspende pas cette audience, mais que, compte tenu des plaidoiries qui ont été faites, la Cour suspende l'audience pour la renvoyer à demain pour la poursuite de l'audition de la défense. Je voudrais dire que pour des raisons de principe, je suis pour la libre expression de la défense à ses risques et périls. La Cour et le jury est souverain, ils sont capables d'entendre et d'apprécier. Dans ces conditions, effectivement, je déplore l'interruption de la plaidoirie de notre confrère algérien. Notre droit à nous, ce sont les usages, c'est de répliquer, la défense ayant toujours la parole en dernier. Alors laissez-moi constater simplement que nous avons écouté longuement et normalement cet après-midi 2 avocats de Barbie, sans jamais aborder à aucun moment les faits qui sont reprochés à Barbie. Monsieur le Président, je voulais vous dire que je m'associe à la demande de notre confrère Zaoui pour une suspension d'audience afin que nous puissions répliquer à propos de l'État d'Israël en particulier, qui sont absolument hors du sujet et qui ont été tenus par notre confrère. Pas d'autres interventions? Maître Vergès, oui. Nous avons fait ce que les avocats d'en face et ce que monsieur le procureur général a fait lui aussi, citer un certain nombre de textes, de documents qui sont publics, qui ne concernent pas le dossier lui-même, qui concernent le nazisme en général, le colonialisme en général. Ils l'ont fait. Nous avons accepté. Nous avons accepté parce que nous voulons que ce procès se déroule dans des conditions normales, parce que nous avons confiance dans le dossier et que nous allons plaider, parce que nous vous faisons confiance. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas, Monsieur le Président, ne pas nous opposer à la demande qui vient d'être faite, parce que si nous avions produit un document nouveau concernant les faits, effectivement, le débat n'aurait pas été contradictoire. Les parties civiles auraient eu le droit de dire « vous avez réservé un document que vous ne nous avez pas montré, que vous produisez à la fin », comme eux-mêmes l'ont fait. Ce n'est pas le cas. C'est une interprétation. Demain, nous interviendrons à nouveau sur le dossier pour l'interpréter. Donner la parole à la partie civile aujourd'hui sur cet incident, ridicule. Serait demain les encourager à nous apporter la réplique sur l'interprétation que nous allons faire du dossier? Mais les débats sont clos. Ils ont eu la parole, ils ont plaidé le temps qu'ils ont voulu. Nous plaiderons le temps que vous nous permettrez de plaider. Je ne vois pas dans les usages des cours d'assises ce qui autorise à répondre sur une interprétation. Voici ce que j'avais à vous dire. Donc la défense, quant à elle, vous demande, accordez-nous une suspension d'audience si vous voulez, mais en tout cas, nous nous opposons à ce que les débats étant terminés, la partie civile qui a toujours l'esprit de l'escalier veuille aujourd'hui poser des problèmes qu'elle n'avait pas songé à poser quand a eu la parole. L'audience est suspendue 10 minutes. Les parties civiles ont disparu, Maître Berman. Elles arrivent.
Bien. Alors, les parties civiles, vous aurez la parole pour répliquer lorsque la défense en aura terminé de plaider, conformément aux dispositions d'ailleurs de l'article 346. Monsieur le Président, c'est ce que mes confrères m'avaient chargé de demander à la Cour. Bien. Alors, la défense, vous avez toujours la parole, si vous voulez... Mesdames, Messieurs les jurés, permettez à la défense de revenir, après cet incident, aux choses sérieuses. Le débat qui a été ouvert aujourd'hui est un débat largement ouvert sur l'actualité internationale. Cela était nécessaire. Le procès Barbie n'est pas un procès franco-français. Nos adversaires ont répété que l'humanité était présente ici. Barbie n'est pas arrivé en France tout seul, il était en Bolivie, il y a un problème de droit public. Barbie était de nationalité allemande, il est de nationalité bolivienne aujourd'hui, c'est un problème international. Et il était parfaitement dans le droit de la défense d'évoquer aujourd'hui l'importance de cette notion de crime contre l'humanité à la lumière des débats qui se sont déroulés jusqu'à maintenant sans incident majeur depuis près de 2 mois. Je voudrais ce soir, pour ne pas abuser de votre attention, essayer au nom de la défense de conclure nos interventions pour la journée d'aujourd'hui. Je dirais pour cela, à propos du procès Barbie, que pour un observateur impartial, mais y a-t-il beaucoup d'observateurs impartiaux? Les horreurs ne se situent jamais dans un seul camp. Toutes les parties prenantes à un conflit en commettent, les uns beaucoup, les autres beaucoup moins. Mais c'est le vainqueur qui a écrit l'histoire, c'est le vainqueur qui a instruit le dossier, qui notifie et distribue les chefs d'inculpation. Cela doit être dit, ce n'est offensant pour personne. Mais dès lors, cette notion de crime contre l'humanité, si elle n'étend pas son champ à toute la planète, si elle reste orientée comme une arme uniquement vers le passé, devient en effet, risque de devenir une arme de propagande par laquelle le vainqueur s'attribue toutes les valeurs humaines, les nie à ses voisins et s'efforce de prolonger à jamais dans les âmes le succès remporté par les armes, y compris cette arme par excellence qu'a été l'avion de bombardement. Plus de 40 ans après la capitulation de l'Allemagne, vous avez le mandat moral de juger au nom de l'humanité tout entière, quand vous représentez le seul droit français, le seul peuple français, la seule République française. Ceci vous montre à quel point votre tâche devient une tâche exceptionnelle et qu'elle requiert de vous une attention plus grande à la décision que vous allez prendre, une plus grande prudence, une plus grande circonspection. Et c'est à cela que la défense a voulu vous appeler aujourd'hui. Parce qu'autrement, si vous oubliez cela, parlant au nom de l'universel, mais en fait reflétant des intérêts particuliers, vous apparaîtrez comme des gens qui se réclament de 2 mètres et de des références, mais qui en fait sert 1 mètre et une référence. Et personne n'approuverait un tel système, sauf l'hypocrite comme individu et la fausseté comme système. On m'objectera Nuremberg et son tribunal. Je réponds, cet ordre juridique-là, en droit, en vrai droit,
ne vaut rien. Il est, vous le savez, contestable. Des voix autorisées l'ont contesté. Mais nous pouvons admettre cependant, même si l'adjectif fait intrinsèquement injure au droit, sa valeur circonstancielle ou provisoire, que dans l'élan de la victoire si durement payée, que devant le poids des souffrances accumulées, la découverte horrifiée des camps et des charniers, jusqu'alors si mal connus de tous, ce tribunal d'exception ait eu à ce moment-là sa place et son rôle? Peut-être. N'oubliez pas non plus que Klaus Barbie, dans son lugubre travail, celui d'une armée d'occupation, avait la légalité pour lui. Il avait pour lui la légalité française, 3 fois hélas. Que la dite légalité ait été déclarée ultérieurement illégale n'y change évidemment rien. Rien pour lui. Certes, le comble serait tout de même qu'il soit fait reproche à Barbie, petit officier allemand, de n'avoir pas rejoint le général de Gaulle. Décidément, comme ce concept de crime contre l'humanité paraît obscur, chargé d'équivoques, l'humanité n'est pas une addition d'hommes, de pays, de circonstances. Elle est une condition et elle est un principe. L'humanité, c'est l'humain. Quand des voyous torturent et assassinent une jeune femme, ils atteignent l'humanité tout entière en elle. Et nous sommes tous partie civile. Point n'est besoin que les assassinés se multiplient. De même, si les garanties, les droits, les protections accordées par la société civile à toute personne humaine manqueraient par arbitraire au seul Klaus Barbie, toute l'humanité aussi se trouverait atteinte. Ce procès, organisé 45 ans après les faits qu'il examine, enfreint le droit ordinaire. Depuis 4 ans, il se prépare dans un tumulte médiatique organisé. Mais aucun philosophe de l'histoire ne se hasarde à le justifier. Aucune grande voix ne le déclare légitime, puisque d'ailleurs il n'y a plus de grandes voix. De ces grandes voix au-dessus de la mêlée, où le peuple aimait reconnaître sa conscience, il y a simplement un homme seul en face de vous. Nous plaidons pour l'évidence. Une conception de l'humanité qui serait réduite, oui, qui serait réduite aux seuls vainqueurs blancs européens et nord-américains de la guerre, ne constituerait pas un progrès vers quelque ordre pénal international, plus attentif aux droits, comme on voudrait nous le faire croire. Elle incarnerait bien au contraire une régression vers le désordre primitif, où il n'existe d'autre justice que la vengeance, d'autre droit que celui du vainqueur, d'autres critères que la force. En l'élevant au rang de devoir et de charge imprescriptibles, dont l'accomplissement n'aurait à s'embarrasser d'aucune des restrictions imposées par le droit commun, on ne changera jamais la vengeance en justice, mais on rabaisse la justice en vengeance. Ce procès l'illustre tristement, parce qu'il heurte le droit, il offense la vérité, et il blesse la France. Demain, si vous me le permettez, Monsieur le Président, je voudrais pour vous, pour mesdames et messieurs les jurés, et j'espère sans interruption subalterne, pouvoir vous démontrer ces 3 points. L'audience est suspendue, elle sera reprise demain à 13h30. Voilà le service d'ordre et des civils. Alors on fait 10 copies. 5 copies. 5 de chaque. Non, c'est pas de chaque. Alors, mes seigneurs. La Cour. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir.
L'audience est reprise. Service d'ordre, s'il vous plaît. Est-ce que l'accusé a été extrait ce matin? Monsieur le Président, je vous rends compte que l'accusé n'a pas été extrait de la maison d'arrêt. Il refuse de comparaître. Bien. Alors je commets Maître Clos, huissier de justice à Lyon. Maître Vergès, vous avez la parole. La défense sait que sa tâche est difficile, mais elle sait aussi qu'elle peut compter sur l'attention qu'elle vous demande. Elle vous demande de prêter attention aux arguments qu'elle va présenter. La défense, pour sa part, essaiera aussi de présenter les éléments de ce dossier de la manière la plus simple. Parce que souvent, dans ce procès, les grands mots et les grandes constructions juridiques ont tendu à vous cacher l'enjeu véritable de ce procès. Je vous ai dit hier, en essayant de tirer la conclusion des débats, que pour nous, à la défense, ce procès offensait le droit, portait atteinte à la vérité et risquait de blesser la France. Ce sont les thèmes que j'essaierai de développer devant vous au cours de cette longue après-midi, en essayant de ne pas abuser de votre patience, et demain matin également, en essayant d'être le plus bref possible. Vous tiendrez compte, j'en suis sûr, du fait que la défense dispose dans sa plaidoirie de 2 jours et demi, que les autres ont plaidé devant vous pendant 2 semaines. Ce procès offense le droit. C'est un problème que l'accusé a posé au centre du débat depuis le départ. On a dit à ce sujet, on lui a répondu non par des arguments de droit, on lui a répondu par des arguments de polémique. Il a dit « Je suis ici illégalement ». On lui a répondu « Vous êtes un lâche ». Ce n'est pas un argument. L'injure, l'outrance n'a jamais remplacé un argument, et spécialement un argument juridique. Je crois qu'il est bon que je vous rappelle la situation juridique de l'accusé. Comme vous le savez, il a été condamné en 1952. Je vous ai dit que ce procès violait la loi. Je vous dis, non seulement cette loi de 1927 sur l'extradition, mais ce procès plus gravement viole la Constitution de la France. Avant d'y arriver, je voudrais, tout en abrégeant l'exposé que je comptais vous faire, vous donner quand même l'appréciation d'un journal étranger à ce sujet. Et il ne s'agit pas d'un journal bolivien, il s'agit d'un journal d'Europe. Il s'agit du Times de Londres, un journal très respectable et très respecté, qui écrivait dans son éditorial du 8 février 1983, sous le titre « Unforgettable, unforgivable », c'est-à-dire inoubliable et impardonnable, qui écrivait ceci mot pour mot. La procédure utilisée pour transférer Barbie de la juridiction bolivienne à la juridiction française semble hautement irrégulière, highly irregular. Il n'a pas été extradé comme l'avaient demandé les gouvernements français et allemands. L'extradition est une procédure juridique qui aurait probablement fait l'objet d'une contestation devant les tribunaux boliviens. Au lieu d'y recourir, le gouvernement bolivien a décidé d'expulser Barbie de son territoire. Et c'est toujours le Times de Londres qui écrit « Normalement, une personne expulsée a le droit d'aller dans un pays de son choix. Le ministre de l'Intérieur bolivien a déclaré que la France était le seul pays européen qui avait accepté de recevoir Barbie. La belle affaire, la France le réclamait.
Mais comme le dit le Times de Londres, cette affirmation est difficilement crédible étant donné la demande d'extradition formulée par l'Allemagne. Et de toute manière, il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'une personne expulsée de Bolivie ne puisse aller que dans un pays européen. Pourquoi pas dans un autre pays d'Amérique du Sud? En réalité, ce qui est arrivé est que le gouvernement bolivien a pris une décision politique en remettant Barbie et en se débarrassant de toutes les subtilités juridiques. J'aborde donc à partir de maintenant les faits qui sont reprochés à l'accusé. Je voudrais dire avant de commencer que la défense a écouté, sans réagir, les réflexions de ceux qui nous font face, même quand nous n'étions pas d'accord avec ce qu'ils disaient, même quand nous n'étions pas d'accord avec des espèces de mises en garde qu'ils nous faisaient. J'aimerais, pour la sérénité de ces débats, qu'abordant les faits, si mes adversaires d'en face ont oublié de dire quelque chose entre les dents, qu'ils comprennent très bien que ce n'est pas la responsabilité de la défense, et que la défense a le droit ici de parler comme les parties civiles en ont eu le droit, sans être interrompus. Je passe directement au premier chef d'accusation contre l'accusé. Il s'agit de la rafle que vous savez, de la rafle au siège de l'Union générale des Israélites de France. Cette rafle pose plusieurs questions. Ce qu'était l'Union générale des Israélites de France, Monsieur le procureur général l'a évoqué dans son réquisitoire, un peu rapidement au goût de la défense, qui complétera donc ce qui a été dit. Il s'agit de discuter du seul et unique témoignage, celui du nommé Thomas, et enfin d'arriver à une critique des documents qui existent. Pour cette critique des documents qui existent, la défense pense que le plus simple pour elle serait que vous puissiez tous vous référer à ces documents tels qu'ils ont été présentés à l'opinion avant de vous être présentés à vous-même, mais tels que les reproduit une brochure qui est au dossier, en exemplaire unique, je crois. La défense s'appuiera donc sur les documents même des parties civiles et se propose de, avec votre autorisation, Monsieur le Président, de vous soumettre 12 exemplaires de ce document présenté par les parties civiles elles-mêmes. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le leur communiquer. La défense n'a jamais communiqué dans cette affaire de documents qu'elle n'ait soumis à un débat contradictoire. Cela n'a pas été toujours le cas pendant les plaidoiries des parties civiles, mais la défense n'a pas estimé nécessaire de faire à ce sujet un incident. Elle n'est pas au tribunal de commerce. Ici donc, nous avons 12 brochures préparées par les parties civiles. Une de ces brochures, je crois, Monsieur le Président, si je ne me trompe pas, figure au dossier. C'est la rafle de la rue Sainte-Catherine, préparée par la documentation réunie et publiée par Serge Klarsfeld. Mais est-ce qu'il y a 12? Oui. Peut-être je vais en garder un pour moi quand même. Je voudrais, pour la clarté de mes explications, que mesdames et messieurs les jurés sachent que je ne vais pas faire une lecture de cette brochure, mais quand le moment sera venu de discuter de certains documents et de les interpréter, je me référerai à cette brochure en vous indiquant les pages où mes honorables contradicteurs ont placé les documents. Ceci étant dit, les débats. Ceci étant dit, les débats ont montré que ce jour-là, au siège de l'Union générale des Israélites de France, un piège avait été tendu.
L'instruction a glissé sur le rôle de l'Union générale des Israélites de France. La défense, elle, ne le peut pas, à moins de trahir sa charge. Même si l'action des Juifs dans la collaboration de 1941 à 1944 est délicate à soulever, on comprendra qu'il nous est impossible de ne pas le faire. Nous taire serait trahir les devoirs de notre charge et vous exposer, mesdames et messieurs, à ne pas comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, le 9 février 1943. Qu'on m'entende bien, la communauté juive de l'époque a eu ses traîtres, comme tant de peuples ont eu les leurs dans des circonstances troubles. En raison des souffrances endurées par leurs frères, la pudeur interdisait d'en parler depuis 40 ans. Mais outre qu'elle ne respecte pas l'histoire, cette pudeur, certes compréhensible, exerce sur les esprits une inhibition qui est préjudiciable au jugement. Comment pouvez-vous juger de cette affaire sans connaître ce qui s'est passé? Ce n'est que dans le cadre de la préparation de ce procès que l'affaire de la rafle de la rue Sainte-Catherine a été ressortie de la vase où elle dormait jusqu'à ce jour. Mais comment? Grâce à ce que certains appellent un truc. Ce truc fonctionne en deux parties, un témoignage et des documents écrits. Le témoin, cité dans cette affaire, après consultation d'une des parties civiles, produit curieusement l'effet contraire de ce qu'un témoignage devrait être sous peine de nuire à la cause qu'il prétend servir et de jeter la suspicion sur un certain nombre d'autres. D'ailleurs, Monsieur le procureur général l'a très bien senti. Il a très bien vu que ce témoin proposé par la partie civile était dangereux. Il y a renoncé. Mais moi, je ne renonce pas à critiquer le témoignage de cet individu parce qu'il nous éclaire sur la manière dont l'accusation a été portée, l'instruction menée et les témoins subornés. Ce témoignage donne rétrospectivement raison à Céline quand il écrivait à son avocat que s'il rentrait à Paris, on y trouverait 20 témoins pour jurer qu'il était la maîtresse d'Hitler. Si, quand j'ai dit à cet homme, qui avez-vous rencontré à la direction de l'UGIF? Il m'avait donné le nom d'un responsable mort de l'UGIF. Ma question aurait semblé absolument impudente et sacrilège. Si je lui avais dit dans cette salle, parmi ces 100 personnes, il m'avait donné le nom, par exemple, de M. Salomon Badinter, déporté et qui n'est pas revenu. Ma question aurait semblé sacrilège et vous l'auriez cru. Si je lui avais posé la question quand vous êtes sortis dans la rue, qui avez-vous rencontré? Il m'avait donné le nom d'un juif du dernier convoi du mois d'août. Vous auriez dit l'avocat de la défense, vraiment dans cette affaire, manque de pudeur. Il y a des limites à la décence. Mais l'avocat de la défense a posé cette question et le témoin ne s'y était pas préparé. Mais voilà comment, dans cette affaire, avec ce témoin, vous avez frôlé l'erreur judiciaire. Vous savez très bien ce qui se serait passé ce soir-là s'il avait préparé son mensonge. Nous étions disqualifiés. Vous seriez convaincu aujourd'hui que Barbie était là ce jour-là, qui discutait à Quarel avec cet individu. Faites attention. Faites attention. On abuse de vous. Et 40 ans après, ce n'est pas difficile. Je disais hier que la mémoire, c'est quelque chose de vivant. Elle existe ou elle n'existe pas.
mais qu'une mémoire, pour exister, n'a pas besoin de la drogue d'un procès. On vous cache ce dossier sur l'UGIF. Là, nous saurions ce qui s'est passé. Parce que de toute évidence, il s'est passé quelque chose. Et même si l'UGIF n'a pas trempé dans cette rafle, il y a eu des commentaires ensuite de faits. On a dit, tel a eu une attitude héroïque, tel a été imprudent. Rien. Sur cette rafle de l'UGIF, on vous demande de condamner Barbie en vous cachant le dossier qui existe. Vous ne le ferez pas, parce qu'on vous traite d'une manière indigne. Alors, tout ce qu'on fait, c'est on vous apporte 7 documents. 7 documents fournis par le Centre de documentation juive contemporaine. Réfléchissez, c'est le Centre de documentation juive contemporaine qui fait le choix des documents à vous transmettre. Qu'est-ce que tu penses, ce document? Oh non, ce document peut troubler leur esprit. Et qu'est-ce que vous pensez de ce document? Ça peut les amener à poser des questions embarrassantes. Et ce document-ci, ah ben oui, celui-là, on peut leur donner. Les braves bougres. Car pour ceux qui ont préparé ça, vous êtes de braves bougres et rien de plus. Et nous aussi, on nous insulte en nous faisant jouer un rôle dans quelque chose qui est une comédie. Tout ça relevé à cette époque, puisque le colonel Knab n'était pas encore arrivé, du commandant Ollert. Et Barbie n'avait rien à y faire qu'à seconder son chef, ne serait-ce que pour signer de sa plume un message de victoire dont le mérite ne lui revenait pas. Mais si Barbie n'est pour rien, et je crois vous l'avoir démontré, en tout cas si rien n'établit que Barbie était pour quelque chose dans la rafle de l'UGIF, vous n'avez qu'une réponse à faire. Quand les questions vont vous être posées, ces seules réponses sont celles des hommes libres. Non et non. Et si quelqu'un vous dit, mais enfin, il y avait peut-être un doute, vous lui répondrez, s'il y avait un doute, s'il y avait des éléments pour compléter notre certitude, c'était à ceux qui accusent de nous les apporter plutôt que de nous les cacher. Je me rends compte que je vous ai demandé cet après-midi un effort très grand. Je vous ai demandé toute votre attention parce que je suis la défense et que vous ne pouvez pas condamner un homme sans avoir entendu à la fin des fins les explications de sa défense. Mais à la fatigue que moi-même j'éprouve, je me rends compte que vous aussi, votre attention a des limites. Et c'est pour cela que je vous propose ce soir, m'attachant toujours au dossier, de prendre un des chefs d'accusation qui ne nous mène pas trop tard. Tenez compte que la tâche que j'ai de discuter de ce dossier en un jour et demi est une tâche très lourde. Ah, si nous avions été 40 ici, les choses auraient été plus faciles. Vous donc je vous demande de me comprendre. Demain, j'essaierai de ne pas vous mener trop tard. La justice doit se rendre dans des conditions où on ne dit pas « allons, pressons, on va faire vite ». Mais en même temps, il me faut vous donner ces explications. C'est vraiment pour la première fois que dans ce procès, la défense dispose d'une après-midi, de 2 après-midi, de 2 après-midi et une matinée. Alors, ce soir, pour ne pas vous mener trop tard, j'ai choisi de traiter avec vous un des chefs d'accusation, puisque je suis dans les faits en ce moment, qui ne nous mène pas trop tard, je veux dire le dernier convoi. Peu importe que des témoignages soient absurdes ou invraisemblables, ou contredits par les faits, ou le silence des autres témoins, ils doivent, par leur effet répétitif,
non pas convaincre, ce qui suppose une opération intellectuelle et le respect de vous, mais persuader par les méthodes décrites par Orwell dans 1984. Il ne s'agit pas là d'une démonstration rationnelle, mais d'une technique d'ahurissement. Et pourquoi? L'accusation n'est-elle pas allée chercher des preuves plus probantes? Pourquoi n'a-t-elle pas poussé plus loin les recherches afin de vous offrir, mesdames et messieurs les jurés, autre chose qu'un échantillonnage aussi douteux d'approximations, aussi confuse? Puisqu'elle n'a que de mauvais témoins, certains auraient pu en fabriquer de bons, mais la partie civile ou l'accusation ne sont pas Dieu, ils n'ont pas le pouvoir de créer la perfection. L'accusation, la partie civile savent que Barbie était absent des lieux où l'on voudrait le mettre aujourd'hui, tout particulièrement de ce train du 11 août 1944. Toute recherche sérieuse aboutirait à en établir la preuve. Alors, on ne cherche pas sérieusement. 4 ans de campagne de télévision et de presse ont mis dans les têtes l'image d'un monstre nommé Barbie. Sa culpabilité ne s'examine pas. Elle exige l'anathème, puis la condamnation automatique. Aucune conscience lucide ne peut entrer dans ce jeu-là. À Barbie, à train fou, procédure folle, à Barbie omniprésent, en uniforme vert, en civil. L'accusation reprochera d'abord 300 déportations suivies de mort. C'est à ce résultat qu'elle veut aboutir. Voilà tout. Pourquoi 300 voyageurs dans le train fou alors qu'il transporte 600 personnes? Tout simplement pour établir la corrélation avec le chiffre de M. Klarsfeld dans son mémorial de la déportation des Juifs de France. Peu importe si le mode de calcul est des plus hasardeux, le mettre en doute équivaudrait, par ces temps de terreur intellectuelle, à contester l'existence même de ce qu'on nomme l'Holocauste. Le juge n'a pas osé contrôler. Je n'ose lui jeter la première pierre, mais comme je comprends et comme je plains sa position, cette instruction, l'instruction du monstre, que tout accable, a duré 4 ans. Et puis, l'interrogatoire qu'on appelle récapitulatif, celui qui clôt l'instruction, a eu lieu le 4 janvier 1985. Le juge a rendu une ordonnance pour clôturer son instruction au mois de juillet. Où était le dossier entre janvier et juillet? Il était à la chancellerie. Mais c'est l'évidence même. Mais bien sûr, personne ne le dira. Ou alors, s'il était au parquet, le résultat est le même. Et ministre ou procureur général, devant ce dossier vide, se disait « Mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Et puis en juillet, on leur a dit « Il est là, il faut bien faire un procès. » Alors on a renvoyé devant la chambre d'accusation. Devant la chambre d'accusation, nous sommes tous venus, cela et moi-même, et nous avons plaidé, cela et moi-même. Et on nous a dit à la fin du mois d'août ou au début du mois septembre, vous aurez une décision. Et savez-vous ce qui est arrivé? Le ministère des Anciens Combattants, ayant réfléchi, s'est dit, je dois intervenir dans cette affaire parce que le chiffre avancé ne correspond pas à nos fiches. Alors il a envoyé, alors que l'instruction était terminée, alors que la chambre d'accusation avait délibéré, la liste transformée des déportés. Oh, une différence pas très grande, 300%. Une paille, ou pour reprendre les paroles d'une chanson célèbre de cette époque, un petit rien, une bêtise. La Cour de Lyon a une définition du crime contre l'humanité. La chambre criminelle de la Cour de cassation en a une autre. Et la Cour de Paris a coupé la poire en 2. Oui, c'était exact. Et vous trouvez cela sérieux?
Poursuivre un homme sans savoir exactement la définition du crime qu'on va lui reprocher. Monsieur le procureur général vous l'a dit, c'est une notion qui est en pleine évolution. La jurisprudence de Nuremberg est extrêmement maigre. Il vous a dit quelque chose de plus grave. Et cela lui a échappé, parce qu'il est un juriste, attaché au respect des lois et aux droits de la défense. Il vous a dit, mais enfin, quand on l'a poursuivi en 1954, on l'a poursuivi sur la base de l'ordonnance de 1944, de l'ordonnance du général de Gaulle, qui ne parle que de crimes de guerre. Et on ne pouvait pas, en 1944, le poursuivre, lui ou les autres, au nom des statuts du tribunal militaire international ou de l'accord de Londres qui sont postérieurs. On vous reconnaît qu'en 1944, on ne pouvait pas le poursuivre pour crime contre l'humanité parce que cette notion n'existait pas en droit français. On ne pouvait pas le poursuivre en 1944, à plus forte raison en 1945. Mais 40 ans après, on le peut. Quand je vous dis que ce procès est un procès magique, dans la logique du rêve, par ailleurs, pourquoi reprocher à Barbie le départ du dernier train seulement? S'il dirigeait vraiment les déportations, pourquoi ne lui reprocher qu'un convoi, le dernier, et non pas l'avant-dernier, ou l'antépénultième, ou le 10e, le 5e, ou le 15e? Pourquoi le dernier? C'est parce que sans doute on a tiré à la courte paille. À vouloir trop prouver la culpabilité de ceux qu'on accable, l'accusation démontre d'abord, je ne dirais pas sa mauvaise foi, mais son acharnement à vouloir établir une culpabilité que rien dans le dossier ne lui permet d'établir. Elle attribue ainsi à Barbie la déportation d'hommes dont certains, il est vrai, furent arrêtés par la police allemande. Ce système équivaut à faire porter à un commissaire de police la responsabilité du mandat de dépôt décerné par un juge contre quelqu'un que la police aura interpellé. Quel magistrat accepterait ces méthodes anarchiques, pas dignes d'une société de droit? Faire porter à Barbie la responsabilité de la Wehrmacht dans l'organisation du convoi et l'escorte des personnes reviendrait à faire porter au commissaire de police la responsabilité du régime, de la prison, où le juge aura jeté quelqu'un que le commissaire aura arrêté sur commission rogatoire. Nous retrouvons là le glissement constant de l'accusation vers une notion de responsabilité collective, de responsabilité par amalgame, mais de glissade en glissade, la notion même du juste et de l'injuste, du permis et de l'interdit, de la légalité et de ses violations, finit par se dissoudre dans la vengeance, car ce procès ne vise qu'à ressusciter des passions prêtes à s'assouvir. N'en doutez pas, rien ne ressuscitera malheureusement les ombres martyrisées des voyageurs entraînés dans ce convoi fou du 11 août 1944, ni celle de tous les convois qui l'ont précédé, ni celle de tant d'autres convois en d'autres temps, en d'autres lieux, identiques ou si ressemblants. Croit-on les honorer, ces ombres et toutes celles qui leur sont à jamais dans l'ordre de la sœur, dans l'ordre de la nuit, en baptisant leur calvaire du premier nom qui passe, en les mêlant ainsi à l'arbitraire et à la folie qui les a engloutis? Non, certainement pas. N'osez prétendre, messieurs, vous qui ne ménagez pas les leçons de décence, n'osez pas prétendre que ce sont leurs fins que vous poursuivez. Ce ne sont que les vôtres. À cet égard, plutôt que de condamner aujourd'hui Barbie, ne fût-ce qu'à 15 jours de prison pour ce convoi où il n'était rien, il eût été incomparablement plus loyal de la battre sans qu'il fût votre otage. La haine se comprend, mais sans imposture. Maître Vergès, non, je demande le silence, s'il vous plaît. Demain, vous pensez plaider combien de temps, s'il vous plaît? Peut-être pourrions-nous, je voudrais terminer à midi.
et commencer donc le plus tôt possible. Donc, si on commence à 9h, vous pensez plaider jusqu'à midi? Oui. 3h demain? Oui. Bien, avant de suspendre l'audience, je demande au greffier en chef de ramasser, s'il vous plaît, les documents qui ont été tout à l'heure communiqués. Non, l'audience n'est pas encore suspendue, je vous en prie. Je vous demande le silence encore quelques secondes. L'audience est suspendue, elle sera reprise demain à 9h. La Cour. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. L'audience est reprise. Service d'ordre, s'il vous plaît. Est-ce que l'accusé a été extrait ce matin? Monsieur le Président, je vous rends compte que l'accusé n'a pas été extrait, il refuse de comparaître. Bien, je commets maître Clos, huissier de justice, conformément aux dispositions de l'article 319 du Code de... Qu'il soit amené par la force publique ou d'ordonner qu'il soit passé, outre son absence, au débat. Ce à quoi il m'a été répondu, je ne viens pas. Requis signé, a signé Klaus Altmann. Monsieur le procureur général. Je vous demande, Monsieur le Président, de décider que Klaus Barbie devra comparaître par la force au moment où il sera interrogé sur le point de savoir s'il a une déclaration à faire et qu'il reste à la disposition de la Cour jusqu'au prononcé du verdict. Partie civile, pas d'observation. La défense est opposée, elle exprime son opposition et c'est tout. La Cour se retire pour délibérer. L'audience est reprise. La Cour rend son arrêt. La Cour, statuant publiquement sans l'assistance du jury et après en avoir délibéré conformément à la loi, vu les dispositions des articles, ordonne que, nonobstant son absence, il sera passé outre au débat durant les plaidoiries de ses conseils, mais qu'il sera amené par la force devant la Cour dès celle-ci terminée et jusqu'à la clôture de l'audience criminelle. Voilà, Maître Vergès, vous avez la parole. Je demande le silence, s'il vous plaît, dans la salle. Oui, je peux pas m'asseoir. C'est tout de même pas si gênant. Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames et Messieurs les jurés, le drame d'Isieux est un fait historique connu depuis qu'il a eu lieu. Et depuis cette époque, il a été évoqué au cours de certaines procédures
Et jamais le nom de Barbie, à cette occasion, ne fut évoqué. Jusqu'au moment où, sans aucun fait nouveau, on décida de lui en faire porter la responsabilité. Ce télex, présenté devant l'opinion d'abord, devant vous ensuite, selon une hiérarchie nouvelle qui fait passer le quatrième pouvoir avant le troisième, et l'information dirigée avant la justice éclairée. Donc ce télex est présenté comme une trouvaille de M. Klarsfeld. Ce n'est pas exact. Ce télex, un télex, a été cité dans le réquisitoire français à Nuremberg. Il est vrai qu'entre le télex cité à Nuremberg, si nous devons nous reporter aux seuls éléments objectifs qui conviennent dans un procès de cette importance, il existe entre le document cité par le procureur français à Nuremberg et le document que j'appellerai Klarsfeld une différence de taille. Le procureur français à Nuremberg, citant un texte qui correspond au télex Klarsfeld, ne parle pas de Barbie. Il parle de Röttke et de Brunner. Röttke et Brunner, dont les noms apparaissent dans une note manuscrite au bas de ce que j'appellerai le télex Klarsfeld. On me dira, ce n'est pas parce qu'il n'a pas cité le nom de Barbie que le nom de Barbie n'y figurait pas. Oui, on peut tout dire, mais dans une affaire aussi grave, il est bien évident que le nom de Barbie étant déjà couché dans la liste des criminels de guerre que la France réclame, il était normal que le procureur français, à ce propos, mentionne le nom de Barbie. C'était un élément supplémentaire à charge de Barbie, dont la France réclamait à tous ses alliés la livraison. Le procureur français n'a pas cité le nom de Barbie, il a cité le nom de Röttke et de Brunner. Ne croyez-vous pas qu'il y a à cela une raison? Nous y reviendrons. En tout cas, ce document de Nuremberg a disparu sous sa forme originale. À Nuremberg, on produisait des documents originaux. Eh bien, cet original a disparu. Et il reparaît sous une forme de photocopie à un centre dont je vous ai déjà parlé hier et qui s'appelle le Centre de documentation juive contemporaine. C'est le vivier d'où l'on retire les éléments qui peuvent servir à ce procès. Il faut dire qu'au moment où cette photocopie réapparaît, Barbie a déjà été jugé pour crimes de guerre et ces crimes de guerre sont prescrits. Il faut découvrir contre lui quelque chose d'autre, des faits nouveaux. Et à défaut de faits nouveaux, un fait ne se fabrique pas facilement, au moins une photocopie nouvelle. Par rapport au texte de Nuremberg, ce nouveau document produit par mes adversaires comporte un grand mérite, la signature dactylographiée, pas manuscrite, dactylographiée de Barbie. C'était ce qu'il fallait démontrer. Malheureusement, pour ce que je dois appeler devant vous des faussaires,
malheureusement pour leur chef-d'œuvre. Cette signature, manifestement rajoutée, ne figure pas à sa place normale sous le texte. Et ici, dans un souci d'objectivité et également de courtoisie, Monsieur le bâtonnier, pour mes chers confrères, j'aurai recours à leurs propres documents, à la brochure qu'en a fait Monsieur Klarsfeld, qui a été distribuée à la presse puis à vous, afin que chacun d'entre vous ait une copie de ce document. Jusqu'à maintenant, de ce document, on vous a lu les lettres d'enfants, qui sont émouvantes, qui sont bouleversantes, qui sont poignantes. On ne vous a pas lu beaucoup plus, on ne vous a pas lu autant le télex d'Isieux. Parce que là commence la difficulté. Qu'il y ait eu un crime affreux à Isieux, mais tous nous en sommes d'accord, tous nous en sommes conscients que ce crime ait été commis par Barbie, c'est là où nous discutons. Avec votre accord, Monsieur le Président, et si la partie civile ne voit pas d'objection à ce que ses propres œuvres et chefs-d'œuvre soient soumis à la lecture de Mesdames et Messieurs les jurés. Ici, voici 12 copies à votre disposition. Je vous demanderai de vous reporter à la page 92 et à la page 95. À la page 95, vous voyez un document présenté, la légende est en haut de page. Le télex d'Isieux est signé Barbie, envoyé de Lyon le 6 avril 1944 à 20h10. Les annotations manuscrites ont été faites à Paris par le service des affaires juives de la Gestapo. Tournez la page, entre, et reportez-vous à la page antérieure, page 92. Vous voyez une illustration. C'est un extrait d'un journal qui paraît le dimanche, avec le titre « C'est le télex qui accuse Barbie ». Et vous avez dans ce journal du dimanche une photocopie, une autre, de ce télex. Comparez les deux télex qu'on a eu l'imprudence de vous présenter dans la même brochure, mais la prudence de séparer par une double page. Vous constatez qu'il y a un blanc entre le corps du télex et la signature, dans l'illustration qui est à la page 92. Et vous constaterez que dans ce qu'on appelle une photocopie, et que moi j'appelle un photomontage, page 95, ce blanc qui sépare la signature du corps du télex a disparu. Voyez, le télex d'Isieux est un corps vivant. Le télex d'Isieux n'est pas une photocopie morte. C'est un corps vivant et comme un organe vivant, elle évolue selon sa propre loi et devient parfois le montage d'un montage. Le blanc que Monsieur X a fait supprimer à la page 95. Ce blanc qui figure dans le document qui est sous le scellé numéro 4. C'est le même, sauf le blanc. Oui, je ne vois pas d'objection, au contraire. Vous voyez ce blanc sur l'original du télex Klarsfeld n'existe plus
sur ce qu'on dit être la photocopie en page 95. C'est que ce blanc est gênant. Gênant au point qu'on a essayé de le supprimer par un habile photomontage, présenté malheureusement comme une photocopie, ce qui n'est pas exact. Mais cet espace blanc, rappelez-vous, mesdames, messieurs les jurés, cet espace blanc a gêné aussi monsieur le procureur général. Monsieur le procureur général, qui a l'œil à tout, a demandé à l'ouverture de nos travaux que ce document soit retiré de son enveloppe transparente, l'original. Et il a demandé que ce document soit communiqué à la défense ainsi que ça se fait en France depuis que la France est la France. Mais comme la France parfois cesse d'être la France depuis que ce procès a lieu, vous avez remarqué qu'une des parties civiles s'opposait à ce que la défense examinât ce document par trop troublant. On avait peur que je mange ce document devant toute cette assistance, prouvant ainsi le cannibalisme de mes origines. Mais monsieur le procureur a insisté pour que je puisse examiner le document. Et alors, après avoir demandé que le téléx fût retiré de son enveloppe, monsieur le procureur l'a exorcisé en passant son doigt sur l'espace suspect. Et oui, vous avez passé votre doigt, monsieur le procureur, pour déclarer que son doigt n'y recelait pas de traces de colle. Ce qui aurait été le cas, disait monsieur le procureur, si un faussaire avait détaché une bande du téléx, par exemple la signature du commandeur Knab ou de son adjoint, le commandant Ollert. Malheureusement, monsieur le procureur, quelles que soient les qualités de votre doigt, il ne saurait pour moi remplacer un examen de laboratoire. Nous n'avons pas eu au départ de cette instruction un original. Nous avons eu une photocopie. L'ennui avec une photocopie, ou l'avantage, cela dépend de quel point de vue on se place. En tout cas pour la défense, l'ennui avec une photocopie, c'est que l'expertise de son authenticité est quasiment impossible. À moins d'appeler expertise les numéros de prestidigitation auxquels se sont livrés ici certains experts venus d'outre-Rhin. Mais comment analyser le papier original? Comment déterminer l'âge de la colle qui fixe les bandes de télétype sur leur support? Comment comparer les caractères utilisés pour la signature qui n'est pas manuscrite avec les caractères du reste du message? C'est la raison pour laquelle l'accusé a porté plainte pour faux et exigé la production de l'original. L'accusé exigeait la production de l'original. Eh bien, on a retrouvé à ce moment-là l'original. Je ne parle pas de l'original de Nuremberg, je parle de l'original du faux. Et cet original du faux a été retrouvé dans un dossier où, paraît-il, il n'avait pas à figurer, le dossier de l'ambassadeur Abetz. Le moins qu'on puisse dire, si on accepte cette version, c'est qu'il ne règne pas un ordre très grand au Centre de documentation juive contemporaine. Que des documents importants peuvent être glissés dans des dossiers qui ne sont pas les leurs et ainsi disparaître le temps d'une procédure. En tout cas, l'original s'offrait aux mêmes objections, avec cette différence maintenant qu'une expertise pouvait déterminer l'âge du téléx et les manipulations dont il avait été l'objet. Malheureusement, cette demande n'a pas été prise en compte. L'accusé
ayant proposé de consigner 1 000 $ et le juge réclamant exactement 4 fois plus. Nous sommes forcés de constater que ce document est un faux, tant qu'on n'aura pas prouvé le contraire. Cela m'étonnerait qu'on nous demande un supplément d'information. D'ailleurs, je voudrais vous apporter une confirmation du caractère douteux de ce document. Si vous consultez les protocoles du procès Eichmann, vous constaterez que ce document figure parmi les pièces du dossier au procès Eichmann. Et vous constaterez aussi qu'il ne figure plus parmi les pièces visées par l'accusation. C'est-à-dire que les magistrats israéliens ont compris que ce document, venu d'on ne sait où, ramassé dans je ne sais quel dossier, par je ne sais qui, allait les déshonorer, parce qu'un jour ou l'autre, le poteau rose aurait été découvert. Et les magistrats israéliens vous donnent, là, à vous, juges et jurés français, un exemple que vous devez suivre. Je vous demande d'en faire autant. Ce faux grossier, destiné à accabler Barbie, accable maintenant d'imposture ceux qui l'ont accusé. Bien. Alors, l'audience est suspendue. Elle sera reprise à 14 h. Merci. Monsieur le greffier, vous ramasserez tous les trucs là. Ça aussi. C'est même reparti, il paraît même qu'ils sont repartis. La Cour. L'audience est reprise. Alors, Maître Vergès. Il me reste maintenant ces 3 chefs d'accusation principaux ayant été traités, à traiter du dernier. C'est le chef qu'on appelle des cas individuels. Ce sont, vous le savez, un certain nombre de plaignants qui accusent M. Barbie de les avoir torturés de manière particulièrement ignoble et de les avoir fait déporter. Ici, je voudrais que vous reteniez ce fait. La torture, vous a-t-on dit, est un crime de guerre. Mais pour les besoins de la cause, on vous a fait entendre beaucoup de témoins torturés qui vous ont raconté avec une émotion qui n'est pas discutable ce qu'ils ont souffert, et des souffrances, pour la plus grande partie sans doute, réelles, mais qui n'appellent aucune discussion puisque cela ne fait pas partie de l'accusation. C'est ce qui s'appelle la mise sous influence, c'est ce qui s'appelle la manœuvre. Pour vous amener à éprouver contre Barbie un tel sentiment d'indignation que vous diriez à la fin, eh bien, s'il est innocent dans cette affaire, il est sûrement coupable dans une autre. Et de toute manière, la peine que l'on nous demande et que nous allons rendre est une peine méritée. C'est un sentiment qu'on veut provoquer chez vous et qui serait indigne de vous. C'est un sentiment qu'on voudrait évoquer en vous parce qu'on vous méprise, parce qu'on pense qu'on peut vous manœuvrer,
Mais vous êtes ici plus que des juges français. Vous êtes ici des juges français. Vous représentez le peuple français. Vous avez appliqué la loi française. Et la loi française vous impose